Berlin, 30 janvier 1933. Hitler devient chancelier. Sa prise de fonction est l'occasion d'une grande liturgie nocturne habituelle aux nazis. Le peuple allemand ne soupçonne pas que ce soir est posée la première pierre d'un régime totalitaire. Une mer de croix gammées. On est descendu dans les rues et on est allé à la porte de Brandebourg pour voir l'arrivée des nazis au pouvoir. Les gens buvaient, il y avait une très grande agitation. Nous étions consternés par cette incroyable ascension et par ce revirement soudain à l'avantage des nazis. Beaucoup d'Allemands attendent d'Hitler qu'il redonne un sens à leur vie. À grand renfort de propagande, le régime va s'employer à les convaincre que l'Allemagne est appelée à un destin exceptionnel et que les Allemands vont former une race supérieure, la race des seigneurs. En fait de destin, c'est un peuple entier qui va être précipité dans la catastrophe. Et celle-ci s'accompagne d'horreurs sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La conquête du pouvoir est le fait d'un homme, Adolf Hitler. Le Parti national-socialiste est arrivé en tête aux élections d'octobre 1932, mais avec 30% des voix, il est loin d'avoir la majorité. Hitler obtient le soutien des conservateurs qui sont persuadés de le manœuvrer. Le président Hindenburg, qui partage leur illusion, appelle Hitler à former le gouvernement. Celui-ci a séduit les électeurs en faisant porter toute la responsabilité des difficultés de l'Allemagne sur la paix scandaleuse, selon lui, imposée par les vainqueurs en 1919. Il incrimine tout autant la faiblesse coupable des partis démocratiques allemands, surtout dans ces années de crise. Les jours de la démocratie allemande sont comptés. Hitler entend imposer la volonté nationale. Heute weiß es das ganze Volk. Unser Wille war härter als die deutsche Not. Nach 15-jähriger Verzweiflung hat ein großes Volk wieder Trieb gefasst. Pour les Allemands, la perspective d'une société remise en ordre, unie et à nouveau au travail, comble leurs espérances. Ils sont pour le moment prêts à fermer les yeux sur les moyens utilisés. Ils n'auront pas le temps de les ouvrir. En 18 mois, l'Allemagne va être mise au pas, grâce à un mélange efficace de provocations, de mesures légales et de coups de force. Cela commence le 27 février 1933 avec l'incendie du Reichstag, commandité par Göring, prétexte à la mise hors jeu des communistes et à accorder des pouvoirs spéciaux à la police. Cela continue en mars avec le vote des pleins pouvoirs à Hitler, suivi par l'interdiction de tous les partis politiques et des syndicats, puisqu'on n'a plus besoin d'eux. Seul reste le parti nazi. Mais la grande affaire, c'est de remettre le pays au travail. Le dirigisme économique devient la règle, l'embrigadement des travailleurs aussi. En même temps, Hitler attise le ressentiment contre les suspects désignés d'office. En avril, les Juifs sont exclus de l'administration et de l'université. Une campagne de boycott contre leurs magasins est organisée. Dans la rhétorique nazie, le juif est considéré comme un asocial, avec toutes sortes d'autres catégories, les tziganes, les témoins de Jéhovah, les faibles d'esprit, les homosexuels, les spéculateurs, les proxénètes et les braconniers. Déjà, les premiers déportés remplissent le camp de concentration de Dachau, où vont être expédiés tous ceux qui n'entrent pas dans le moule nazi. Les livres aussi font l'objet d'une épuration. Les SS, la milice de protection rapprochée d'Hitler, sont ses meilleurs exécutants. J'ai été personnellement dans les SS. On était sélectionnés, on devait être de race nordique et on était destiné à devenir l'épine dorsale aristocratique de la future nation allemande. Et je me disais, c'est merveilleux. Et je me sentais très flatté d'avoir été choisi pour ça. L'uniforme était très beau, noir.
En juin 1934, après l'élimination des opposants et d'une partie des premiers soutiens d'Hitler, les SS deviennent le fer de lance de la politique raciale sous la direction d'Himmler. So sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben, wir möchten nicht nur sein die Enkel, die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus die Ahnen spätester für das ewige Leben des deutschen und germanischen Volkes notwendiger Geschlechter. Les SS suivent à la lettre les recommandations des théoriciens de l'eugénisme nazi, Eugen Frick et Alfred Rosenberg. Il ne s'agit pas seulement de favoriser la multiplication des Allemands de bonne race par une politique nataliste et familiale, il faut éliminer la mauvaise. À partir de 1936, sous la direction de Himmler et de son adjoint Heydrich, la sélection raciale devient systématique et rationnelle. On établit des fichiers, on organise des rafles. A contrario, le régime récompense les mères de familles nombreuses. Et pas question de choisir un conjoint au hasard. La génétique et la pureté raciale sont mobilisées. J'ai été confronté à ça quand je me suis marié. En tant qu'officier SS, j'ai dû faire mes preuves et retrouver mes ancêtres jusqu'en 1750. Et ma femme a dû répondre à 22 questions. Si elle aimait les robes ou les parfums. Nous pensions que nous devions et pouvions former une nouvelle race idéale, une race parfaite. Et j'ai choisi ma femme selon ces critères. L'Allemand du Troisième Reich serait saint de corps et d'esprit régénéré. Parmi les nombreux modèles historiques dont il s'inspire, figure l'un des thèmes favoris du nationalisme allemand. Accompagné par le Lohengrin de Wagner, le preux chevalier, sorti de l'abri protecteur de la forêt médiévale, a pour mission de faire régner un âge d'or. L'archéologie est mise à contribution pour authentifier les origines de la race. Deutsche Mutter Erde tut sich auf, Kunde zu geben von der hohen Kulturstufe unserer frühesten Vorfahren. Ce mélange de mythologie et de recours à la nature séduit particulièrement le monde paysan. Comme ses voisins d'Europe, il est empêtré dans une crise de 15 ans. Et voici un régime qui défend la propriété héréditaire, inaliénable, confiée à de bons Allemands. Les milliers de personnes que l'on voit étaient des fermiers, des jeunes qui venaient de toute l'Allemagne. On avait voyagé par trains spéciaux et ensuite marché pendant des heures pour être le plus près possible des orateurs. J'étais au premier rang. On ressentait tous la même chose, le même bonheur, la même joie. La fête des moissons, c'était notre merci à nous les fermiers qui avions de nouveau un avenir. Les choses s'arrangeaient.
Je crois que jamais aucun homme d'État n'a été aussi aimé qu'Adolf Hitler à ce moment-là. Tous ces souvenirs me reviennent. C'était une époque heureuse. Le destin des malades mentaux se situe à des années-lumière de cette vision idyllique. Le raisonnement pseudo-scientifique du régime est simple. Il faut prévenir l'abattardissement de la race allemande. Personne ne fournit de preuves objectives. Application logique de ce discours, un programme de stérilisation forcée des faibles d'esprit est décidé. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk 50% vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum 450% gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiterliefe, würde schon in 50 Jahren auf 4 gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. L'entrée en guerre entraîne une radicalisation de la politique du régime à l'égard des handicapés et des malades mentaux. Hitler signe de sa main l'ordre secret de les mettre à mort. Les motifs, Hitler s'en explique de vive voix et le SS Reinhard Spitzy s'en souvient. Il a dit, Hitler a dit, pourquoi dépenser de l'argent pour un fou ou un malade incurable si avec la même somme, je peux faire tant de bien à un enfant de paysan pauvre? Pareille décision fait découvrir la réalité de la politique raciale à un nombre incalculable de familles dont le seul tort est de compter un handicapé ou un malade. En décembre 1931, ma mère avait été envoyée en clinique à Francfort-sur-le-Main pour des troubles nerveux. Elle était dépressive et s'angoissait pour son mari. Les médecins finissent par diagnostiquer une schizophrénie qu'ils déclarent incurable. À l'insu des siens, la mère de Marie est transférée à la clinique psychiatrique Ademar, dont on a fait un centre de mise à mort des malades mentaux. À leur arrivée, on les met en cellules. Puis, par groupe de 60, on les asphyxie au monoxyde de carbone. Plus de 10 000 pour ce seul centre, et probablement 80 000 pour tout le pays. À côté de la chambre à gaz, une salle de dissection pour prélever cerveau et organes à des fins d'expérimentation scientifique. On dit à la famille Rau que leur mère est morte des suites de complications. Ils ne sauront la vérité que des années plus tard. Qu'on ait assassiné ces gens, c'était la honte de toute notre société. Quelques Allemands ont le courage d'élever une protestation publique contre l'euthanasie. À la suite de la prise de position de Monseigneur von Galen, évêque de Münster, les autorités suspendent le gazage. Mais en cachette, on continue à les faire disparaître par des moyens plus discrets. À l'arrivée d'Hitler, on compte 45 000 Ziganes en Allemagne. Ceux-ci sont attachés à leur nomadisme traditionnel et se sentent chez eux. Dans la famille Ernst, on est musicien de père en fils. Anna Maria se souvient de leur vie errante. C'était une belle vie, merveilleuse, heureuse. On faisait des fêtes, on dansait. Les femmes étaient pleines de vitalité. Il y avait des mariages, des vrais mariages gitans qui duraient 6 ou 7 jours. Ils aimaient vivre libres, comme des oiseaux dans le ciel. Aux yeux des nazis, ce nomadisme est un danger pour la santé publique. Ces images tournées par la propagande suggèrent que les Tziganes sont une menace pour la sûreté. On les représente comme des mendiants et des voleurs qui importunent d'honnêtes Allemands dans la rue.
Le régime dépêche des enquêteurs pour dresser des arbres généalogiques et établir le portrait robot du Tzigan. On a tous dû vendre les caravanes et ce qu'on possédait pour emménager dans des appartements. On nous forçait tous à nous fixer et à nous faire enregistrer. La belle vie, c'était fini. Das eine gehört zum anderen. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Le bouc émissaire idéal, c'est le juif. On le tient pour responsable de tous les malheurs du peuple allemand. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Les nazis exploitent les préjugés ancestraux contre les juifs et attisent l'animosité. En Allemagne, on compte environ 500 000 juifs de toutes conditions, la plupart assimilés de longue date. La famille Bodenheimer, qui vit dans une banlieue chic de Berlin, se considère allemande comme n'importe laquelle de ses compatriotes. Der bekannte Dichter Frage schrieb im Kaffee einen Schlager, ach, es fiel ihm schwer. Als ihn sich abgerungen hat, wie bald die Welt gesungen, wurde populär. Die Geister, die rief, die wird nicht mehr los, denn jeden Abend singt jetzt seine alte Blues. C'est mon frère Edgar et moi. Nous étions très très proches. Voici mes parents dans le jardin. Mon père était banquier. Je lui mets un cigare dans la bouche. J'aimais quand il fumait. Dans la famille, j'étais la seule qui avait l'air juif. Les Allemands étaient très au courant de l'apparence des gens et étaient très habiles à découvrir les Juifs. Je me rappelle quand j'étais petite fille, parfois dans la rue, un inconnu passait et me lançait « sale juive ». Après le boycott décidé contre les entreprises et les commerces juifs, les mesures d'intimidation ne connaissent pas de répit. Sous le regard indifférent de la population qui assiste au pillage des boutiques. Ça a été une expérience effrayante, un véritable choc. C'est ma mère qui a dit « Nous devons quitter l'Allemagne ». Et presque un an plus tard, jour pour jour, nous étions tous partis. Nous avions émigré officiellement. Je l'admire encore pour son cran et son instinct. Je crois que nous avons eu beaucoup de chance. Oui, beaucoup de chance. Ce fut loin d'être le cas de tous. Le souci de préserver la pureté de la race aryenne dicte un ensemble de dispositions antisémites. Les écoliers juifs sont exclus de l'enseignement public, ce qui contraint les familles à ouvrir leurs propres écoles. Dans les 2 premières années du Reich, une série d'ordonnances interdit aux Juifs la police, la médecine, le barreau et leur ferme la fonction publique. Ils sont de fait chassés de tout l'espace de la cité et de la société. En 1935, les lois de Nuremberg interdisent les mariages mixtes et annulent les unions antérieures. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen
deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. J'étais étudiant aux Beaux-Arts de Berlin et nous savions que nous n'avions pas le droit de sortir avec des Allemandes. Je n'avais pas d'amies allemandes à cause des lois de Nuremberg. En classe, on apprend aux petits Ariens à se méfier des Juifs. On leur donne même un mode d'emploi pour apprendre à les identifier. Un livre qui compare les Juifs à des champignons mortels. Il faut les repérer, les mettre de côté et les détruire. On retrouve dans ce livre les stéréotypes classiques de l'antisémitisme. Le Juif qui détourne les petits-enfants, qui séduit la femme aryenne et qui escroque le net allemand. Tout ce climat d'antisémitisme tient en une formule, de plus en plus fréquemment affichée dans les rues. Ici, on ne veut pas de Juifs. Lorsqu'en mars 1938, Hitler annexe l'Autriche en violation du traité de Versailles qui interdisait formellement l'Anschluss, il consomme la jonction avec l'antisémitisme autrichien, qui de longue date trouvait un élément dans la réussite sociale des Juifs autrichiens. Le jeune juif viennois Norbert Loper, âgé à l'époque de 19 ans, s'en rend bien compte. Il y avait toujours eu de l'antisémitisme à Vienne et en Autriche, et bien avant 1938. Ça n'était pas nouveau, mais là, c'est devenu officiel et ça a empiré. Les nazis autrichiens rivalisent dans les vexations et les humiliations. Un jour, des gens sont venus et ont sorti ma sœur de la maison. Ils lui ont ordonné de nettoyer les rues. Ce qui était affligeant, c'est qu'il y avait des gens qui regardaient et riaient. C'était humiliant. La campagne antisémite franchit en 1938 un degré de plus dans l'escalade de la violence. La grande synagogue de Munich est détruite sous un prétexte d'aménagement urbain. Surtout en novembre, à la suite de l'assassinat à Paris par un jeune juif d'un conseiller de l'ambassade d'Allemagne, une vaste opération est déclenchée à travers toute l'Allemagne. Plus d'1 millier de synagogues incendiées. Quelques 300 juifs assassinés. 30 000 raflés. L'amoncellement des débris de vitrines brisées vaut à ce pogrom le nom de Nuit de cristal. L'annexion des Sudètes puis de la Bohême montre quel est celui qui veut la guerre. Pourtant, Hitler rejette sur les Juifs la responsabilité du conflit. Die Völker werden in kurzer Zeit erkennen. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Ceux des Juifs qui en ont les moyens fuient l'Allemagne. En 1938 et 1939, ils sont près de 120 000 à émigrer. Leurs biens et leurs emplois sont aussitôt récupérés par de purs Ariens. Mais il n'est pas si facile de quitter le pays. Des queues interminables se forment à la porte des consulats. La plupart des gouvernements étrangers limitent strictement les conditions d'accès. Septembre 1939, c'est le début de la guerre avec l'invasion de la Pologne.
Il s'agit de conquérir un espace vital pour les Aryens et d'établir leur domination sur les Slaves, race inférieure. Les Polonais doivent être traités en conséquence. On les classe par catégorie raciale. Ceux qui sont blonds aux yeux bleus, on en fait des Allemands. Les autres deviendront des esclaves. Quant aux 3 millions de Juifs, on leur réserve au mieux la déportation. Göring l'annonce haut et fort. Ce n'est pas une seconde guerre mondiale, c'est la guerre des races. Les trains en partance pour le front sont badigeonnés de slogans du type « Nous allons en Pologne mettre les Juifs à la porte ». Les actualités allemandes se chargent de la mise en scène. Das schwierigste Problem, vor das sich unsere Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten gestellt sieht, ist die Judenfrage. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Von hier aus wurden die Demokratien mit Taschendieben, Zuhältern, Rauschgift- und Mädchenhändlern, internationalen Bankschiebern und Hetzjournalisten versorgt. À mesure que la conquête nazie s'étend, les mesures antisémites s'appliquent. On oblige les Juifs à porter l'étoile jaune. En Pologne, on les concentre dans des ghettos. C'est là que débute le processus d'extermination. Séparés du monde par une enceinte continue, les ghettos sont surpeuplés de Juifs venus de la ville ou d'ailleurs. Ils sont décimés par la maladie et la famine. À Varsovie, les Allemands s'accordent une ration quotidienne de 2300 calories. Les Polonais n'ont droit qu'à 900. À l'intérieur du ghetto, la ration est de 180. 1/5 de la ration polonaise, moins de 10% de la ration allemande. Au total, 600 000 Juifs périssent dans les ghettos polonais. Les Juifs qui y sont autorisés travaillent autant pour subsister que dans l'espoir d'en sortir. Et d'ailleurs, certains nazis se demandent ouvertement si l'Allemagne n'aurait pas intérêt à gagner la guerre avant d'en finir avec les Juifs. Mais les chefs n'acceptent pas d'attendre. Stuttgart, décembre 1941. On distribue à 1 millier de Juifs un dernier repas avant leur départ en déportation. On leur dit d'emporter outils et gamelles. Ils partent en principe s'installer plus loin vers l'Est. Impossible aux Allemands de ne pas remarquer ce qui se passe dans toute l'étendue du Reich. Peter Bielenburg, résistant de la première heure du nazisme depuis ses études de droit, assiste au départ des Juifs avec le plus sombre pressentiment. J'ai pensé que pendant qu'ils étaient en bonne santé, et aussi longtemps qu'ils le resteraient, on s'en servirait comme esclaves, et que ceux qui ne seraient pas bien portants seraient probablement exposés au froid et à la famine, et qu'ils en mourraient sûrement. Ça signifie donc que j'étais conscient qu'il y aurait une élimination au moins partielle des Juifs. Avant même que soit prise en février 1942 la décision d'exterminer tous les Juifs, la solution finale a commencé d'être mise en application. Une dune sur la côte de la Baltique, près de Libau, en 1941. Un officier de marine allemand en permission filme, pour des raisons que nous ignorons, avec sa caméra personnelle, l'exécution de Juifs.
La scène que vient de filmer le marin va se répéter des dizaines de fois. Des groupes mobiles de tueurs spécialisés, les Einsatzgruppen, parcourent le pays pour massacrer le plus de juifs possible. Jürgen Kröger servait d'interprète à l'un de ces pelotons d'exécution. Il disait que les Juifs étaient une race inférieure. L'un d'entre eux m'a dit « C'est comme avoir un rosier qui a des pucerons, il faut se débarrasser des pucerons. » Pour eux, les Juifs n'étaient pas des êtres humains. C'était comme tuer des mouches. Tuer des gens n'était pas un travail agréable, comme ils le disaient eux-mêmes. Mais c'était une tâche nécessaire. Au village d'Edžiski, en Lituanie, vivaient 3500 juifs. En septembre 1941, les Allemands conduisent tous les habitants hors du village et leur ordonnent de se déshabiller. Zvi Mikaeli avait 16 ans. Nous étions tous déshabillés. Quand j'ai vu le rabbin Zouche déshabillé, je me suis dit que c'était la fin. Il nous récitait des versets des psaumes. Jusqu'à ce moment-là, j'étais confiant, nous n'allions pas mourir. Et mon père disait, « Tu vivras, n'aie pas peur. Tu vivras et tu te vengeras. » Il posa sa main gauche sur moi. Je voyais mon frère David qui s'accrochait à sa jambe si fort. Il la serrait si fort. Il ne l'a pas lâchée jusqu'à la dernière minute. Et les coups de feu de la mitrailleuse. Un mélange de voix, de gens qui pleuraient, les enfants et les coups de feu, et la poussière. Et tout s'est brouillé. Je me suis retrouvé dans la fosse. Mon père m'a poussé et est tombé sur moi. Il y eut des centaines d'Edžiski. Les Allemands ignorent les dispositions et les procédés de la solution finale, mais l'objectif est officiel. Un quotidien de Hanovre affiche même en une « Les Juifs doivent être exterminés ». Et de citer Hitler, ce sera le principal résultat de ce conflit. De fait, l'entreprise d'extermination est conduite à l'échelle de l'Europe allemande. Partout, les Juifs sont fichés, traqués et arrêtés. En France, Drancy est la plaque tournante de la déportation. Ce sont 76 000 Juifs français et étrangers qui partiront vers les camps d'extermination. Moins de 5% reviendront. Aux Pays-Bas, Westerbork a le même rôle. Hans Margules, qui avait pu s'enfuir d'Allemagne, est rattrapé par les Allemands en Hollande. On l'oblige à collaborer aux déportations. À 6 heures du matin, nous devions aller chercher les gens qui étaient sur les listes des convois. Il fallait les amener, et s'ils ne pouvaient pas marcher, nous devions les porter sur des civières. Lui connaît la destination du train, Auschwitz, les voyageurs aussi, mais personne ne sait ce qui les attend. Personne ne soupçonnait qu'il y avait des camps d'extermination. Sinon, il y aurait eu des mouvements de panique et tout ne se serait pas passé aussi facilement.
On voit des gens qui se disent au revoir, certains sont à l'extérieur. Ils disent « On se reverra bientôt, la guerre ne va plus durer bien longtemps ». Là, c'est moi. On devait fermer les portes. Les SS étaient derrière moi et donnaient des ordres. Il était très difficile de dire non. Comment des gens dans notre position pouvaient-ils s'opposer à un SS ? Les chemins de fer allemands font payer le voyage en 3e classe aux Juifs. Aller simple pour eux, aller-retour pour les bourreaux. Le trajet dure jusqu'à plusieurs jours, sans sanitaire ni ravitaillement, avec peu ou pas d'eau. Beaucoup meurent en route. Quand nous sommes arrivés, nous ne savions pas où nous étions. Nous avons vu ces cheminées. Nous avons vu la fumée sortir des cheminées. Cette vision faisait frissonner d'horreur. Ça allait être notre destin. Le terminus du voyage, ce sont les camps. Auschwitz en Pologne est le plus grand d'entre eux. Sur la rampe d'accès, on sépare les arrivants, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Puis un médecin les partage entre ceux qu'on juge assez vigoureux pour travailler un temps et les autres qu'on envoie à la mort immédiatement. Dora Schwartz était destinée à la chambre à gaz. J'ai eu de la chance. Après la sélection, un autre fonctionnaire m'a vu et m'a fait signe d'aller avec les autres, avec ceux qui avaient le droit de vivre. Parce que les mères avec des enfants étaient immédiatement envoyées au four. Et je suis passée de la mort à la vie. Les SS ont pris soin de photographier les opérations de sélection pour leurs archives. Ici, à Auschwitz, en 1944. Des équipes de déportés sont préposées au débarquement des wagons. Norbert Loper, qu'on a vu à Vienne en 1938, en faisait partie. Ces gens étaient malades. Ils ne pouvaient plus marcher. Nous devions les aider à monter dans les camions. Puis ils étaient transportés vers les chambres à gaz. Nous avions un train entier d'enfants qui arrivaient de Theresienstadt. Il y avait des nourrices avec eux. Je me souviens encore que chaque enfant tenait un petit pain. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils devaient laisser leur petit pain dans un panier. Ils sont entrés dans la chambre à gaz en tenant la main de leur nourrice. Hans Münch était médecin SS à Auschwitz. Selon lui, il se serait refusé à pratiquer des sélections. Il n'en a pas moins participé au gazage des Juifs. C'était presque hermétique. On ne pouvait presque rien entendre. Puis le gaz Zyklon B était injecté par le plafond et le médecin, la fois où j'ai participé, devait regarder au bout d'environ 10 minutes pour voir si tout était terminé.
Il y avait des trous pour voir. On regardait par le trou. Et si tout le monde était par terre, c'était bon. Puis les portes du côté des crématoires étaient ouvertes. Et des camions arrivaient pour emporter les cadavres plus facilement. Une photographie prise à la dérobée par un déporté montre qu'à l'été 1944, les crématoires ne suffisant plus, on brûle les corps en plein air. À la fin de la guerre, quand les camps sont libérés par les Alliés, on fait venir contrainte et forcée la population des environs. Pendant 12 années, ils ont applaudi au discours du Führer. Ils ont célébré la gloire des premières victoires. Maintenant, ils en voient le revers. L'accumulation des cadavres, les expériences médicales, conséquence du projet délirant de créer une race des seigneurs. Les victimes des atrocités nazies se comptent par millions. Mais les plus nombreuses furent les Juifs, entre 5 et 6 millions, et environ 500 000 tziganes. Les uns et les autres massacrés uniquement au motif d'une appartenance ethnique. Da kam mir eigentlich gar nicht mit. On ne pouvait pas comprendre pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils nous traitaient si mal, pourquoi ils étaient si cruels. On n'arrivait pas du tout à le comprendre. Insgesamt aber können wir sagen, wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. À crime exceptionnel, procédure exceptionnelle et châtiment exemplaire. Les Alliés décident de faire juger les dirigeants du Troisième Reich pour leurs crimes. C'est la première fois dans l'histoire que des chefs de guerre et des responsables politiques ont à rendre des comptes devant une juridiction internationale. À l'exception d'Hitler, d'Himmler et de Goebbels, qui se sont soustraits par le suicide, et de ceux qui ont réussi à fuir, les plus hauts dirigeants du régime comparaissent devant le tribunal de Nuremberg. Il y a là Göring, Ribbentrop, Frick, Rosenberg, Hess, les généraux Kettel et Jodl. La plupart seront condamnés à mort et pendus au terme du procès qui dure du 20 novembre 1945 à octobre 1946. Loin de se venger, les vainqueurs se soucient d'introduire une notion nouvelle dans le droit, celle de crime contre l'humanité. À la prétention dominatrice d'une race de seigneurs sont opposés les droits de l'humanité, qui valent pour tout homme. Au printemps, à travers toute l'Europe, on raflait des hommes et des femmes, on envoyait à Auschwitz. On ne gardait que ceux qui étaient assez forts pour travailler tout l'été.